Voilà, moi je suis originaire de Oued Souf. C'est El Oued, c'est une ville qui est à peu près à 650 km au sud d'Alger. Je suis né en 1928 et bien sûr j'ai fait l'école coranique et après j'ai fait 3 ans de l'école française aussi. Et à la suite d'un incident à l'école française, mon père il m'a amené avec lui dans le nord algérien. On est resté 3 ans ensemble. En 42, mon père il est mort. Je suis retourné à Oued Souf. Et un jour, un parent de la grande famille, notre famille, c'est des tribus. Voilà. Il savait que que j'étais très fort dans l'arithmétique à l'école. Aucune matière, dans toutes les matières j'étais faible, mais dans l'arithmétique j'étais très fort. Et il m'a demandé si je peux accepter de travailler chez lui dans une épicerie aux environs, à Ouiskont Baraï. Ouiskont Baraï, c'est à 11 km de Conchla. Conchla, c'est la capitale des Aurès. J'ai travaillé 1 an et demi dans cette localité. Et puis un jour, le mari de ma deuxième sœur il est venu me voir pour m'emmener avec lui à Khanchla, à la suite d'un incident avec le patron de Gus Comte Baraï. Et je suis parti donc avec le mari de ma sœur, qui est en même temps un cousin. Sa mère et ma mère, c'est des sœurs. Et il m'a amené à Infakroun. Et quand je suis rentré à Infakroun, quand je suis rentré dans le magasin d'Infakroun, j'ai été vraiment frappé. Il y a un changement, il y a un total radical. Pour la première fois, je vois l'électricité dans l'épicerie. Puis je vois devant moi une caisse ronde qui parle un arabe littéraire extraordinaire. Et puis j'avançais un peu, je vois un coffre-fort ultra moderne. Il y a un changement total. Et puis même dans la rue, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des Français, des Arabes. Et il y a même la lumière, la nuit dans la rue. Bon. Et puis un jour, un vieux client, il était assez âgé, il est venu me voir comme client et à la fin de ses courses, je l'ai servi. Et puis il me dit, est-ce que je lis en arabe? J'ai dit oui. Il m'a attendu une brochure, enfin un tract de 4 pages, c'est pas une brochure, 4 pages, écrit en arabe, très mal, tiré sur stencil. Et c'était le premier document de mouvement national algérien que j'ai lu. J'ai lu attentivement. Et à chaque fois que je lis la presse tunisienne, je me rappelle de ce document-là. Début 48, si ma mémoire ne me trahit pas, le parti MTLD a présenté des candidats pour l'Assemblée algérienne. Et le candidat lui-même, qui s'appelle Belhadi Mohamed Lamine, accompagné de Ahmed Bouda et de Cheikh Belgassem El-Bayraoui et Abdelrahman Belagoun, ils étaient 4. Et j'étais frappé, j'étais vraiment bouleversé par le discours de Bouda. 3 jours après le meeting, le même personne qui m'a donné les 4 pages, il est venu me voir et m'a dit qu'est-ce que tu penses? Et j'ai commencé à l'interroger. Qu'est-ce que ça veut dire le colonialisme? Qu'est-ce que ça veut dire enfin, le nationalisme? Bon, et à ce moment-là, il m'a dit d'accord, tu auras des réponses à toutes ces questions-là. Et un jour, il m'a invité de la compagnie. Effectivement, il a reçu une personne que j'ai découvert son nom après, qui s'appelle Hadjaj El-Bachir. Et à ce moment-là, Bachir Hadjaj, il m'a expliqué un peu les notions de colonialisme, l'agression de la France, etc. Il fait allusion à la résistance de l'Amir Abdelkader, etc., etc. Et après cette réunion-là, un jour, la même personne qui m'a donné le premier document, il m'a dit, écoute, est-ce que tu acceptes d'assister à notre réunion? Je dis oui. J'ai assisté dans leur réunion. Bon, il a une feuille, c'est des directives qui consistent à demander à tous les participants d'essayer de convaincre
chacun 5 personnes, parce qu'il y a dans le parti, il y a le sympathisant, il y a l'adhérent, il y a le militant. Et moi, on m'a considéré comme sympathisant, et malgré ça, on m'a demandé si je peux convaincre 5 autres. Donc j'ai sauté immédiatement, ils m'ont classé comme adhérent. Ça n'a pas duré longtemps. Un an après, le même personnage, il m'a demandé d'être responsable de cellule. Entre-temps, n'oubliez pas, le 48, c'était la création d'Israël. La radio BBC que j'écoutais en arabe aborde tous les problèmes. Les journaux de la Tunisie. Et toutes ces choses-là, ils ont commencé à forger ma prise de conscience. Et je suis devenu membre de MTLD en 48. L'année 50, la police française a découvert l'os et on a vécu une période vraiment dure, même pour moi, parce que le parti, il se défend et dit, moi j'ai pas une organisation spéciale et c'est un complot colonialiste et il se défend, soutenu par pas mal d'avocats français d'ailleurs, et la police qui affirme qu'il y a une organisation spéciale, etc. Et puis un jour, j'étais invité à Constantine en tant que responsable de cellule d'Aïfa Koroun, à une conférence des avocats qui sont venus défendre les militants de l'OS. Il y avait Pierre Stipe, Renus Stipe, Duchzel et d'autres. Et à la fin de la réunion, en sortant, j'ai parlé à un monsieur qui s'appelle Chihan El-Bachir, qui était responsable d'EPI à l'époque, département de propagande et information. Et je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire des Français qui nous dominent, qui nous colonisent, mais en même temps qui nous défendent. Ah, il m'a dit, tu auras ta réponse. Et en effet, 2 ou 3 jours après, il est venu me demander si on peut voyager. Je dis OK. Et on était à Sougaras, le village de père de ce garçon. Et à Sougaras, j'étais surpris d'avoir des prêtres ouvriers qui soutiennent totalement l'idée de l'indépendance. J'ai eu de la chance de côtoyer, de passer une nuit avec un prêtre qui s'appelle Pierre Mamé et qui parle arabe mieux que moi. Et on a engagé une discussion. D'abord, c'est le colonialisme et l'impérialisme d'une manière globale. Et ensuite, on est venu à la théologie musulmane et chrétienne. Et puis, c'était vraiment... Bon, je dois dire aussi que pratiquement chaque mois, on reçoit un inspecteur. Je reçois un inspecteur qui vient spécifiquement pour moi pour me demander s'il y a des difficultés, quelles sont mes difficultés, quels sont mes progrès, etc. Lui faire un rapport oral comme ça. Et ces inspecteurs-là, il y avait Cheikh Belgassem Bayraoui, il y avait Boudi Sassafi, il y avait Ibrahim Hachani. Ces 3, je me rappelle de ces 3 déjà, c'est pas mal. Et très souvent me donnent des conseils extraordinaires et contribuent à la prise de conscience. Bon. À la suite de quoi le parti a constaté la tricherie des élections, les élections à Nigel, et ils ont formé avec le Parti communiste, l'association de Olama et le parti d'Abbas Farhat Lidma, ce qu'on appelle le Front algérien pour la démocratie et la liberté. Ça a duré 1 an et puis ça a été éclaté. Mais ça allait... devant les difficultés, devant les difficultés de l'os, d'avoir de l'argent, mais ça, il a fait un tour au Moyen-Orient, et je crois qu'il est revenu les mains vides. Il est venu chez nous au Khroub, il est resté 1 semaine, et ça aussi, il a une capacité, en 20 minutes, il te fera le procès de colonialiste, en arabe et en français, et je dois dire, je crois que le réveil réel, l'image globale comme ça devant moi, c'était Messali qui me l'a donné. Sans mépriser les autres, pas du tout, mais c'était la première. 1 semaine, je l'ai vu, 1 semaine dans ma vie, 7 fois dans ma vie. Et puis le parti a décidé d'organiser un meeting à Philippeville, Skikda, ce qu'on appelle Philippeville. Il y a eu une influence d'un monde fou et apparemment, les autorités sont affolées, puis ils ont foncé vers Messali, l'ont enlevé et l'ont amené à New York, ici, dans le Deux-Sèvres. Et à ce moment-là, le parti il nous a envoyé des autocollants. C'est marqué « Libérez Messali ».
libérer Messali. Et moi, de ma propre initiative, au lieu de la donner aux vieux, je l'ai donnée aux jeunes. Et un des jeunes, il est encore vivant, après il est devenu syndicaliste, après l'indépendance, il s'appelle Kassa, mais il était un coursier des colons. Il connaît donc les maisons des colons. Il a pris une autocollante et il l'a collée au lit de Marcel Goutaïa, l'adjoint spécial d'Aïn Fakroun. C'est l'autorité, c'est le symbole même de l'oppression, etc., etc. Et je me rappelle, le gendarme, le chef de gendarmerie, M. Dupuis, il s'appelle M. Dupuis, lequel M. Dupuis, il a appris par ses ressources que je suis le responsable de MTLD. Et à plusieurs fois, il me demande l'Algérie libre. À plusieurs fois, il m'affirme qu'il est sympathisant de l'indépendance, mais je ne me suis jamais ouvert à lui. Et bon, quand il est venu me voir, il m'a dit, entre-temps, j'ai quitté le magasin de mon beau-frère, j'ai fait un petit magasin pour moi. En réalité, c'est une couverture. Le parti, il me payait. Quand je travaille chez mon beau-frère, il me donne 3 000 francs. Le parti, il me donne 4 000. Et le militant, on ne me laisse jamais dépenser un sou. Hein. Dans mes déplacements, soit sur le cheval, soit sur l'âne, soit sur le cabriolet, soit une voiture, c'est toujours eux qui payent. La nourriture, c'est pareil. Il n'y a pas d'hôtel, je dors chez un des militants. Donc, au point qu'à un moment donné, je me suis confié à quelqu'un pour lui dire, à ce rythme-là, je vais devenir un riche. Bon. Et je reviens à M. Dupuis et il m'a dit, là vous exagérez, vous allez jusqu'à coller l'autocollant au lit. Je dis, c'est pas nous, c'est pas... Je crois que j'ai réussi à le convaincre. Mais la décision n'a pas tardé de tomber de l'administrateur d'Ain Mleila de m'interdire la commune mixte d'Ain Mleila. Moi, j'ai fait semblant de ne pas comprendre. J'ai quitté Ain Fakroun, je suis descendu vers Taxa. Entre Taxa et Ain Fakroun, il y a 11 km. 2 mois après, ils sont venus les gendarmes pour me dire, attention, c'est la commune mixte d'Ain Mleila qui est interdite. Je me suis confié au parti. Le parti m'a envoyé à Tebessa. Et on est à 52. Tebessa, 1 an de tranquillité, je ne suis plus responsable. Donc 53 est arrivé. 53, c'est l'année de la division de parti. Je crois que... Après, j'ai compris ça. Hein. À l'époque, il n'y a pas une explication claire. Mais Messali s'est aperçu que la direction politique de MTLD n'a pas voulu donner les moyens nécessaires à l'OS. Donc il a dissous le comité central. Et eux, ils ont expulsé Messali. Et Messali a créé le MNA et le CREA est arrivé comme troisième force. Le CREA, c'est le comité révolutionnaire d'unité d'action et les 22 sont réunis au 54 et puis ils ont créé le FLN. Je dois dire à Tebessa, j'étais sentimentalement, je ne sais pas comment on peut, d'une manière politique, j'étais pour Messali. Hein. Mais les partisans de Messali, j'ai trouvé leur réaction vis-à-vis des centralistes, et en particulier Mohamed El Hadi Jridi, c'est un partisan du comité central, mais pour moi c'est mon ami. À chaque fois il veut diffuser la nation algérienne, parce que le MTLD a créé la nation algérienne, et bien Messali il a continué avec l'Algérie libre. Et c'était des bagarres terrible, et moi j'étais contre les bagarres. Il n'y a pas une discussion sérieuse, c'est des bagarres, etc. Le 3 novembre 1954, on m'a arrêté parce que la RG savait que je suis un militant. Je fréquentais les infréquentables. Et au moment où j'étais avec le juge d'instruction, il était en train de m'interroger, il y a une personne qui est venue, qui lui a dit 2 mots dans l'oreille. Et le juge, il a arrêté tout, puis il m'a dit, vous avez une personnalité très importante. Je dis, j'ai personne. Il m'a dit, Ahmed Tidjani. Ahmed Tidjani, c'est le chef de la confrérie Tidjaniya, parce que ma famille, ils étaient de la confrérie Tidjaniya. Donc, quand ils ont su que je suis arrêté, ils ont été le voir, il est intervenu, il était député à l'Assemblée nationale française, et on m'a libéré. Après les événements de 20 août 1956,
1955, début septembre donc, on était ramassé 32 militants de TBSA et nous ont amenés à Djorf. Djorf, c'est un village agricole, 17 km de Msila. On est loin donc de TBSA. Les premiers jours de ce camp, c'était très dur parce que la nourriture était immangeable. Ils nous préparent la nourriture dans les fûts de pétrole. Hein. C'est les détenus qui ont les moyens, ils lavent les pommes de terre, ou les pois chiches, ou la macaroni, puis ils refassent une sauce grâce à un réchaud de l'alcool, etc. Et les pauvres, ils le mangent tel qu'ils l'ont, et voilà. La majorité écrasante sur les 1300, j'affirme qu'au maximum, il y a 100 qui ne sont pas de MTLD. Mais le MTLD, encore, tendance neutre. Non, ils sont devenus FLN. C'est ça. Ils sont devenus FLN, puisque le FLN, il a dit que l'adhésion elle est individuelle. Et comme ça, pendant à peu près 11 mois, et un jour, le responsable, parce qu'on était organisé, il y a deux organisations. L'organisation légale, c'est un comité de 5 personnes qui discutent avec l'administration, avec le commandant de camp. Et nous avons une organisation secrète qui est dirigée par un représentant de FLN, par quelqu'un qui a un ordre de mission. Et ce responsable qui a l'ordre de mission, et un jour il m'a demandé de faire évader 32, parce que c'est moi qui fais le va-et-vient entre Msila et le Djorf. Donc on a équipé les 32, ils sont évadés, et ça n'a pas tardé immédiatement. L'administration, ils sont venus, ils ont pris 200 personnes, et ils nous ont transférés à Btewa, à Saint-Leu à l'époque. Saint-Leu, c'est beaucoup plus petit, plus dense. À Djorf, on n'a jamais dépassé les 1300. À Btewa, quand nous sommes arrivés, nous, les descends, on a trouvé déjà 2000 sur place. Avant notre arrivée, les responsables des baraquements, ils sont désignés. Quand nous sommes arrivés, suite à un incident, c'est long à vous raconter, on a imposé, nous les descends constantinois, on a imposé le système élection à l'intérieur de Btewa. Et le bonhomme qui a dirigé, qui a gagné les élections, il est encore en vie, il s'appelle Dakhli, Mohamed El-Bachir. C'est un génie d'organisation. C'est un ancien responsable de l'organisation, un ancien responsable du comité d'organisation du MTLD. Et à l'époque, déjà, il était vieux. Hein. C'est pour vous dire, c'est un cerveau, un monument. À Alger, en prévision de la grève politique ordonnée par les rebelles, un imposant dispositif militaire a été mis en place sous la direction du général Massu, chargé de maintenir l'ordre dans la ville. De multiples contrôles destinés à filtrer les suspects sont opérés dans les différents quartiers et dans la banlieue. À la suite du désir de la France, de Guy Mollet de l'époque, qu'il voulait créer la troisième force, un certain nombre de militants ont été libérés. Comme moi, soit Infacron, soit TBSA, je ne suis pas connu comme responsable de ce. Je suis connu comme un DP, département de propagande et information. Donc ils ont pensé que je suis politique, donc je suis libérable. On m'a libéré, avec interdiction de toute l'Algérie sauf ma commune natale. J'arrive à ma commune natale, 15 jours après, l'administrateur il me convoque, il est encore en vue, il est là, et il me demande de partir. Je lui demande un répit de 15 jours pour ramasser la somme nécessaire. Il m'a dit, vous racontez ça à d'autres, vous voulez prendre contact avec le FLN. Je lui dis oui, en pensant que si je dis oui, il va me faire retourner en prison. Et il m'a dit, allez-y. Et en effet, j'ai contacté le FLN, et le FLN, il m'a donné l'adresse de Saint-Jean, l'église de Saint-Jean à Gennevilliers, où il y avait 3 prêtres à l'époque déjà, ouvriers. Rofnak, que Dieu aille son âme, Jean Rabi, je crois qu'il est encore en vie, et Christian Corr, lui aussi, il est mort. J'habitais chez mon oncle, tout de suite, le travail, ça ne posait pas de problème immédiatement.
Je me suis embauché chez Valentine. Je travaille 13 mois chez Valentine comme préparateur de peinture. Et le FNN, il m'a demandé de quitter pour être un permanent. Bon. Et les 3 prêtres qui étaient là, ils étaient impliqués dans l'aide de FLN, différemment bien sûr. Je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui était vraiment en contact avec François Mauriac pour lui donner tous les éléments contre la torture. Rofnac, il était le curé, mais c'est Rofnac qui m'a appris le français, à parler le français. Chaque soir, des fois jusqu'à 1h du matin. À chaque fois, il me dit, tu n'es pas fatigué? Non, je ne suis pas fatigué. Il continue. Et moi, je lui dis, toi, non, non, ça va, on continue. Et un jour, je vous raconte une anecdote, un peu vulgaire, mais on est parti du principe que je dois lire le journal Le Monde et je souligne tous les mots que je n'ai pas compris en rouge. Et un jour, je lui donne la page du Monde, hein, parce que le Monde à l'époque, il consacre une page pour les événements d'Algérie, c'est pas la guerre d'Algérie. Et quand j'ai montré ça à Rofnac, il m'a dit, merde, tu n'as pas compris tout ça? Je dis, oui. Eh bien, elle a passé la nuit pour me faire comprendre tous les mots là. Et grâce à lui, je parle un peu maintenant français. Et ma femme, elle m'a rejoint en 58. Et à ce moment-là, j'ai trouvé une chambre pas loin, c'est à la rue Nazé. Et elle était malade, je l'ai amenée chez un médecin. Le médecin, immédiatement, il m'a conseillé de l'hospitaliser parce qu'elle était tuberculose. Elle est restée 3 mois à Beaujon. Et après, ils l'ont envoyée à la maison de repos. Elle est restée 2 ans. Pendant tout ce temps-là, moi, j'étais hébergé par des amis qui acceptaient le risque. Et dans la région nord, d'après ce que j'ai compris, maintenant, c'est pas avant, quand je suis arrivé, je savais pas. La bataille, elle était gagnée par le FLN. Par exemple, moi, à Gennevilliers, à Argenteuil, j'ai pas rencontré le MNA. D'Aubervilliers jusqu'à Meaux, oui, j'ai rencontré un certain nombre de difficultés avec les MNA, mais c'est pas énorme. J'étais 11 mois à Argenteuil, 2 mois à Saint-Denis, je crois que c'est 4 mois ou 5 mois zonal. Et je suis tombé dans une rafle à la République. Et heureusement pour moi, je me rappelle très bien, j'étais chez une famille, je faisais mon rapport de finances, j'ai le reçu de versement de l'argent, il était dans ma poche. Dans l'ascenseur, je me suis rappelé qu'il est dans ma poche, je suis remonté, j'ai enlevé le papier le reçu, et quand je suis tombé, il n'y a absolument rien sur. J'ai ma carte d'identité, ma feuille de malade, il y a quelqu'un qui me faisait des fiches de paye, et voilà. On m'a amené quand même 2 mois à Vincennes. Et après ma libération de Vincennes, le FLN m'a muté à Lyon. Je dis, sans embarras, que pour la plupart d'entre eux, les hommes de l'insurrection ont combattu courageusement. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. À Lyon, il y avait beaucoup de difficultés, Bon, Lyon, j'étais super zone à Lyon. Et Lyon a été secoué par plusieurs arrestations. Hein. Et je me rappelle en allant vers Lyon, dans le train, mon nouveau responsable qui doit me représenter, M. Bourdonnet à Lyon, il m'a dit, si on tient le coup 2 mois, ça sera formidable. Moi, j'ai tenu 11 mois. C'est pas mal, c'est pas mal. J'étais arrêté le 29 mars 1961. Quand je suis arrivé à Lyon, j'ai constaté que la situation elle est très fragile et j'ai demandé de l'aide à Paris. Je demandais à 4 personnes de me rejoindre à Lyon. Et on a posé la question. Faut-il respecter un certain nombre de sécurité? Il y a une norme de sécurité. Faut-il respecter ces normes de sécurité? Et l'organisation à la base reste complètement fragile. Ou faut-il aller jusqu'à la base et changer tout et on verra la suite? Et moi, je suis croyant, pardonnez-moi. Et
disons le hasard, allez. Le hasard aussi donne, aide aussi, des fois il nous aide, Un jour, un militant, il a vu un militant de MNA sortir de chez le MNA, il est parti directement dans un café chez nous. Le 69 rue Masneau, il est parti au 82 rue Garibaldi. Donc, ils l'ont serré, puis il a donné toute la liste des gens qui noyautaient le FLN. Et ça a été très dur, parce qu'au même moment, je reçois l'ordre de ne plus tirer un coup de feu, et mes subordonnés, devant le fait, et ils ont détourné la directive, ils ont exécuté pas mal. Et le MNA, ils sont aperçus qu'on a découvert le pot. Bon, ils ont réagi de manière brutale. Mais, encore une fois, le hasard, ou appelez-le comme vous voulez, la spéciale aussi, elle a découvert, enfin, elle était sur place, et c'est la spéciale qui a réagi. Et le journal de Congrès, le journal de Progrès du soir, il a intitulé son titre un coup de maître du FLN en plein centre, et à 16h, il a attaqué 69 rue Masneau, etc. Bon. Et depuis cette attaque-là, la situation calme. Et je crois que ça a été une raison de plus pour accélérer mon arrestation. Parce que ils le savent. Moi, j'ai découvert, après, quand ils m'ont interrogé, j'ai découvert qu'ils connaissent pas mal de nos filiales. Bon, et c'est pour ça que j'ai conclu qu'ils ont changé simplement de tactique. Au lieu de ramasser un, ils vont me ramasser 32. Et Dieu merci, je ne sais pas comment on a fait. Avec les 32, ils n'ont pas pris de sous, ni argent, ni armes. Le FLN en France, il est organisé de la manière suivante. Il y a ce qu'on appelle l'organisation mère. L'organisation mère, c'est 4 personnes plus 1 égale cellule, 4 cellules plus 1 égale groupe, 4 groupes plus 1 égale section, 4 sections plus 1 égale qasma, 4 qasma plus 1 égale secteur, 4 secteurs plus 1 égale région. Et chaque échelon, la cellule est délimitée en territoire, le groupe aussi, mais ils sont proches. Il ne peut pas avoir une cellule là, plutôt une cellule là. Non, ils sont proches, les cellules, parce que c'est les cellules de base. Le groupe aussi, ils sont proches. La section aussi, c'est trop proche. La qasma, en général, elle coiffe un quartier déjà. Moi, j'ai commencé par la qasma, je commençais par le groupe déjà, et après la qasma de Gennevilliers. Après le secteur et la région. Donc, chaque échelon est limité géographiquement parlant. La région elle est limitée, le secteur, etc. Alors, il y a l'organisation mère qui, sa tâche principale, c'est un travail d'éducation politique et l'acheminement de l'argent. À l'échelon un peu élevé, surtout le zonal, il y a un agent de liaison qui est attaché au réseau de soutien qui transporte l'argent. Donc notre travail dans la structure consiste, je le répète, à faire un travail politique. Je cite par exemple, pour vous donner une idée, la qasma, le secteur, et la région, la zone et la super zone. Il doit traiter chaque mois 17 points. Alors il y a l'effectif précédent, l'effectif actuel, la progression, la régression, le nombre de militants, le nombre des adhérents, le nombre de sympathisants, parce qu'il y a 3 catégories, le nombre de cellules, le nombre de groupes, le nombre de sections, etc. Donc un tableau global. Après les réunions, on parle de l'appréciation des responsables. Il faut décrire la capacité ou la compétence de chacun pour que l'organisation, lorsqu'elle a besoin de quelqu'un, elle fait appel selon la description que vous avez faite. La répression aussi, le nombre de rafles,
le nombre des gens arrêtés, la perte de l'argent. Et je crois que la tâche la plus importante, c'est l'appréciation des responsables et les perspectives. Alors, à côté de cette organisation mère, il y a d'autres organisations. Il y a le CSD, le comité de soutien, CSD, comité de soutien détenu. Chaque militant arrêté, elle est arrêtée à Puteaux, et il y a un CSD à Puteaux qui lui envoie le mandat. Ensuite, il y a le comité d'hygiène. Le comité d'hygiène, elle a au début une tâche très 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 dure. Il fallait vraiment donner des exemples. Dieu merci, non pas par la liquidation physique, mais par la mode. Les patrons exploitent affreusement les travailleurs. Les marchands de sommeil, ils n'ont ni religion, ni principe, le seul Dieu, c'est l'argent. Je me rappelle, je suis rentré chez quelqu'un un jour, et pourtant, il était très généreux, même avec surtout avec les responsables permanents. Et moi, ça m'énerve un peu. Et aux toilettes, j'ai envie de vomir. Je n'ai pas pu supporter. Je suis monté, je lui ai dit, combien tu donnes au FLN? Si ma mère ne me travaille pas, il m'a dit, je donne 60 000 francs par mois. Je lui ai dit, tu gardes tes 60 000 francs, je te donne 60 000 autres, mais répare tes toilettes. Et à la réunion, j'ai convoqué le responsable d'hygiène. Je lui ai dit, le patron, il t'a acheté. Hein? Il m'a dit, comment? Je lui ai dit, tu n'as jamais été aux toilettes. Bon, effectivement, les choses elles ont changé. Hein. Les draps, par exemple, moi je me rappelle, quand j'étais responsable de Cosma, les patrons, ils changent les draps tous les 15 jours. Hein. On les a obligés de les changer chaque semaine. On a interdit l'alcool, on a interdit le jeu d'hasard et on a interdit les femmes au comptoir. Ça, c'est le comité d'hygiène. Le comité de justice, parce que l'organisation mère a donné des directives, aucun Algérien doit fréquenter la justice française. Donc, quand il y a des cas, c'est le comité de justice qui le traite. Et on a eu des cas vraiment durs et les intéressés, ils ont accepté. Ils ont accepté. Je me rappelle. Il n'y a pas un mois où je n'ai pas vu un peu d'argent dans la rubrique récupération. Quand on demande qu'est-ce que c'est récupération, on dit on a découvert un tel dans tel endroit, et il vit avec une Française, était inconnue, etc. Et on l'a arrêté, il a payé les années, les mois en retard, etc. Ce qu'on appelle récupération. Même les malades à l'hôpital, ils payent symbolique. La cotisation de l'époque était de 3 500 et lui, il peut payer 300, 500, ça dépend. Comme il veut. Derrière chaque interdiction, chaque motivation, il y a le sujet de la tranquillité. Parce que le souci majeur, c'est l'action politique et l'argent, surtout l'argent. Moi, je n'ai pas de pudeur de dire, oui, notre souci majeur, c'était l'argent. L'argent, il faut absolument coûte que coûte qu'elle soit acheminée. Et c'est vrai, l'adhésion n'était pas globale au départ, mais petit à petit, les gens s'approchent du FLN. En France, c'est autre chose. En France, l'opération quadrillage qui a été réalisée en 1958, c'était systématique. Un Algérien de Puteaux, il va à Gennevilliers dans un café, s'il n'avait pas un mot de passe ou un numéro, il est arrêté. C'est strict, absolument. C'était violent de côté de pression. Il n'y a pas de torture, il n'y a pas de gifle, il n'y a même pas d'hurlement, honnêtement.
ils se relaient, ils sont trois, question, 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 et visible, des questions qui, qui essaient de te convaincre qu'ils sont au courant. Et j'étais convaincu qu'ils sont au courant, mais j'ai continué à nier. Et pourquoi que je continue à nier? Parce que moi aussi, je pensais, nous sommes vers la fin, parce qu'on était quand même informés qu'il y a des négociations, qu'il y a ta. Bon, ils ne peuvent pas faire autrement. Et je crois que ça influence, ça joue beaucoup. Et je me rappelle, la première nuit que j'ai passée à Saint-Paul, c'était très dur pour moi, parce que je me sens coupable, je n'étais pas vigilant, je n'étais pas fait attention, bon, un certain nombre de choses. Et le lendemain, on m'a appelé pour aller voir mon avocat. Et mon avocat, avant même de me serrer la main, elle était un peu loin, il me dit, alors rassure-toi, tout a été remplacé. Eux, ils veulent déjà créer le supérieur et le subordonné. Ils ont voulu m'amener au bâtiment F et je n'ai pas voulu. J'ai rejoint le bâtiment D. Le bâtiment D, c'est les militants de base, avec deux autres grands responsables qui ont refusé comme moi. Tamzitar et Benchenouf Kamal. On reçoit des avocats. Nous avons des avocats qui nous amènent des informations. La fédération ils nous informe, mais ils ne informent pas dans le détail. L'essentiel, c'est que les choses vont bien. Il y a deux choses qui nous rassurent. D'abord, on a découvert que les gardiens, c'est anti-OAS à fond. Absolument. Ensuite, nous avons quand même confiance à notre spécial. Notre spécial, la spéciale de FLN, elle nous a informé, votre prison, elle est surveillée doublement. N'ayez aucune crainte. Et heureusement que l'OAS n'a pas bougé. Heureusement, ça aurait pu être un carnage. Et voilà, un an après, j'étais libre. Voilà. J'étais libre le 29 mars 1962. J'avais un désir fou, c'est de retourner dans mon patelin. Dans mon patelin, parce que j'ai vu le travail à l'usine, j'ai fréquenté le métro beaucoup, bon, un tas de choses ils ont fait. Et puis les divergences au sein du FLN aussi, ça pèse lourd, hein, c'est pas rien. J'avais un envie et je me suis ouvert à ma femme, je lui dis, dès que l'indépendance, on rentre. Elle était contre. Elle m'a dit, oui, on va encore déstabiliser les enfants. Nous avons 4 enfants maintenant. Bon. Et en même temps, la tournure de la crise à l'époque de FLN, elle a pris une tournure c'est une crise entre les Arabes et les Kabyles. Contrairement à Paris, où il y a un mort, 2 morts même, il y a eu beaucoup de militants arrêtés, torturés par le camp de Bembella ou d'autres, le camp de FFS, enfin de Tizi Ouzou, comme on les appelle. Non seulement il n'y a pas eu ça à Lyon, on a volé au secours de Marseille pour convaincre des responsables locaux de ne pas rentrer dans cette guerre fratricide qui... elle est sans fin, quoi. Il faut tirer la leçon avec le MENA quand même. Et puis voilà, en septembre, on a créé l'Amicale des Algériens en Europe, avec 6 régions, une direction centrale. Et moi, j'étais coordinateur de la région de Lyon. Oui, il y a un mélange. Il y a la joie, bien sûr, sans aucun doute possible. Mais je me rappelle de l'aéroport à Ben Aknoun, puisqu'on était installé à Ben Aknoun, à l'université actuelle. Je vous assure, les larmes aux yeux.
J'ai passé en revue tous ces gens-là qui ont préparé, là, qui ont travaillé pour l'indépendance et qui ne sont pas là. Le 5 mars 1963. 5 mars 1963. C'est là où il y a une réunion des cadres et nous avons une proposition de désigner Ben Bella comme président de la République et on l'a accepté. Et c'est là où Abbas Farhat était mécontent parce que on a discuté les textes dans un cinéma. Et lui, il a dit, vous avez prostitué la Constitution dans un cinéma. Moi, personnellement, ma raison d'être, ma motivation profonde, c'est qu'il ne faut pas que l'héritage qu'on a hérité du système colonial revienne aux riches. On avait quand même 3 300 000 hectares de terres de colons. Et on avait l'équivalent de 7 villes vides. Et ça, entre parenthèses et en passant, nous considérons, nous les militants de PPA, MTLD et FLN, comme une défaite parce qu'on était incapables, compte tenu de nos moyens, de convaincre les pieds noirs de rester. Et l'OAS, elle a achevé notre défaite. C'est une défaite pour nous que les pieds noirs sont partis. Contrairement à ce que pensent beaucoup, je vous assure que nous considérons jusqu'à maintenant, certains le considèrent, comme il m'a dit un ami d'Alger, il m'a dit, moi j'aurais aimé que les pieds noirs restent avec nous et on fait la démonstration que l'article 2 de l'étoile nord-africaine. L'étoile nord-africaine, c'est le premier parti politique qui a été créé ici en France. L'article 2 de ces statuts stipule pour une république algérienne démocratique sociale sans distinction ni de race ni de religion. La police et le système colonial, ils nous ont collé des agitateurs anti-français et nous imposent le choix du cercueil ou de la valise. C'est archi faux, ça n'a jamais fait partie de notre esprit ou de notre littérature. Et je vous parle, je suis libre, je suis capable de dire oui à un moment donné. Non, à aucun moment, dans les cellules de PPA, MTLD, on a rencontré cette volonté. Et au congrès de FLN le 16 avril 64, le 16 avril 64, j'étais désigné comme membre du comité central et coordonnateur de l'amicale. Septembre 64, je suis devenu député à l'Assemblée nationale algérienne. Et au mois de juin, quand Boumediene a fait le coup d'État, j'ai laissé tout ça tomber, je suis parti, je suis devenu opposant. Et c'est là où je rencontrais Zegag. On a créé ce qu'on appelle l'ORP. L'ORP, enfin la littérature de l'ORP préconise la lutte sous toutes ses formes. Et janvier 66, donc 6 mois après ou 7 mois après, le PAG, le parti d'avant-garde à l'époque, il est sorti avec un slogan pour une solution de la crise de 19 juin. Et à ce moment-là, on a fait scission, on a quitté le front, le FLN clandestin, on a créé le RUR, Rassemblement unitaire des révolutionnaires, et jusqu'à la sortie de Ben Bella en 81 de l'Algérie. Donc de 65 jusqu'à 81, j'étais opposant au régime et la France m'a expulsé en 66. Oui, je crois que c'est juin 66, quelque chose comme ça. Et ils m'ont autorisé de retourner fin 67. Alors j'ai travaillé à Montrouge dans une société qui s'appelle Sogegram, Grand Marché, comme réceptionnaire des produits alimentaires. Et après, un ami à moi, c'est un trotskiste de l'Alliance révolutionnaire qui s'appelle Grand Blanc. Et il est venu me voir pour me dire quitte cette société, tu viens travailler à la FNAC. Et je suis rentré, je travaillais 13 ans à la FNAC.
13 ans à la FNAC de Wagram comme réceptionneur des disques. Voilà la différence entre moi et ma fille qui travaille maintenant à la FNAC. Moi, j'étais réceptionnaire, ça veut dire manutentionnaire. On a trouvé un joli mot, réceptionnaire, mais en réalité, j'étais manutentionnaire avec 4 autres, bien sûr, 5. Ma fille, elle est maintenant directrice de finance de la FNAC. Hein. Le fait que Messali n'a pas pris le train, ça nous a coûté très cher. Ici en France, 12 000 morts. C'est pénible quand même. Et puis, bon, jusqu'à maintenant, quand tu parles de Messali, pour même des militants de PPM-TLD, ils le traitent de traître. Et moi j'affirme, elle est loin d'être traître. Elle est victime dans certaines circonstances. Moi, il me semble, peut-être je prends mon désir pour réalité, pardonnez-moi, j'insiste. Moi, il me semble que les Algériens, ils étaient déjà conscients qu'ils sont des Algériens. Oui. Qu'ils sont vraiment, et que les Français sont des étrangers. Ça, ils le sont. Ils le sont tout simplement par le fait que 80% des Algériens qui habitent la campagne, ils n'ont pas d'école. 80% des Algériens qui habitent les campagnes, ils n'ont pas le tracteur. Ils ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est. Je ne parle pas de la voiture de cabriolet. Ils ont le chameau, le cheval et l'âne. C'est visible, il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'il y a 2 catégories de personnes. Et la France a contribué, même pour aller voter, il y a le premier collège, le deuxième collège. L'autre jour, il y a une dame, je crois que c'est Madame Martin ou quelque chose, il a écrit un livre qui s'appelle « Les pieds noirs ». Et il m'a demandé si on peut discuter en France, à Radio France Internationale. Il m'a montré le bouquin et moi j'ai commencé à feuilleter et elle disait oui, avant la guerre, il y avait l'amitié entre les Français et les Algériens, mais c'est le FLN qui a cassé cette image. Et le hasard a voulu, encore une fois, que à ce moment-là, je suis à la page 103. Et la page 103, c'est une photo à la place Saint-Augustin à Sougaras, avec 2 Français debout, derrière eux 2 Algériens, et on constate la différence des vêtements des Français et des Algériens, et un 3e Algérien à genoux et qui serre les bottes d'un Français. Je lui dis, madame, cette image, oui, c'est vrai, c'est le FLN qui l'a cassé, pardon. Mais je suis persuadé que notre victoire, malgré les insuffisances du départ, je l'ai souligné, eh ben c'est grâce à nos montagnes, au courage aussi des militants, bien sûr, mais le courage tout seul, c'est pas suffisant. C'est qu'un jour, j'étais dans un bidonville de houille, et un des responsables de l'époque, il me fait un rapport contre son propre frère. Et j'étais sur le point de faire une bêtise. J'étais sur le point de transmettre le rapport à la spéciale. Et le hasard, ou la réflexion, appelez comme vous voudrez. J'étais en train d'attendre le 272 qui passe par là pour venir vers Paris. Et après, je dis, mince, ça, c'est le responsable de l'acassement. Et l'autre, c'est son frère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que j'écoute l'autre. Ce n'est plus un responsable. Bon, j'ai écouté l'autre. Et l'autre, il me dit, personne ne m'a contacté. Moi, j'ai fait mes études, je continue mes études. Personne n'est venu me demander de faire quoi que ce soit. Et là, j'ai gardé vraiment... J'ai une crise de conscience. Parce qu'en principe, pardonnez-moi, en principe, quelqu'un qui a voulu faire un rapport pour tuer son frère, il faut le tuer celui-là.
Et moi, je n'ai rien fait. Et ça a été, j'étais persuadé, convaincu que si je raconte à mon responsable, il exige au minimum une sanction. Je me suis dit, voilà, ça c'est mon propre raisonnement. Est-ce que les justes, est-ce que les... Non. Je dis, ça c'est un problème de jalousie. Heureusement qu'on l'a découvert, ça s'arrête là. Mais c'était pénible pour moi. Le meilleur souvenir. Franchement, quand je suis arrivé à Lyon, j'étais hébergé par... c'est dommage, je regrette, mais je ne me rappelle pas de nom. Et le couple, c'est deux intellectuels géniaux. Ils sont dans l'Observateur de Lyon. Et lui, le directeur, et sa femme. Et j'ai passé des nuits à discuter. Vous savez, le militant il n'est pas blindé. Des fois, des fois, pas le désespoir, mais des fois, le doute, il pénètre. C'est même pas le doute, mais disons l'angoisse de ne pas arriver. Bon. Et ce couple-là, il m'a énormément, sans le savoir, en discutant simplement, Et puis, très rapidement, on m'a changé chez deux sœurs à la mulituaire, ça. Et ces deux sœurs-là, à aucun moment, ils ont refusé la discussion qu'on discute théologiquement parlant. Et tous les sujets que j'ai abordés avec Père Mamé au début, je les ai abordés avec les deux sœurs. Et à chaque fois, une des sœurs me dit, mais c'est ça la différence entre nous et vous. Vous pensez que c'est un grand prophète, nous pensons que c'est le Fils de Dieu. Vous ne pouvez pas être tolérant si vous ne nous acceptez pas. Et moi, je dis, le problème, ce n'est pas un problème de tolérance, je ne tolère rien. Vous le croyez, c'est votre affaire. Et ça fait énormément. Et j'allais dire, c'était le joint avec le passé, avec Père Mamé avant la Révolution, et la discussion avec eux, qui a eu comme conséquence, on a créé à Approche 92 avec des chrétiens, et aujourd'hui nous avons une petite revue qui s'appelle Métissage, et on continue à discuter théologiquement de deux religions. Ça c'est ma joie. C'est ma joie. Il y a quelque chose il y a quelque chose aussi qui me réjouit. 20 ans après, j'ai compris que Boumediene m'a rendu un service énorme parce que dès qu'il a fait son coup d'État, j'ai quitté l'appareil de pouvoir. Et si je suis resté dans le couloir de pouvoir, j'aurais fini comme un corrompu, c'est tout. Moi, qu'est-ce que j'étais un paysan, cultivateur de... C'est vrai que je grimpais les palmiers extraordinairement. J'ai lu le Coran. Le Coran, ce n'est pas expliqué, commenté. Si on n'étudie pas les raisons de révélation, on ne peut pas. Non. Le parti, il m'a transformé, il m'a formé, sans aucune ambition de ma part. Mais aujourd'hui, je me sens très, très, très bien. Et tout ça, qu'est-ce que c'est un petit paysan de l'Oued? Il rencontre un Souslov, idéologue de parti communiste russe, ou Che Guevara, ou Jamal Abdel Nasser. Tous les voyages que je fais à droite et à gauche, c'est grâce au parti quand même. C'est grâce au parti. Non, le parti, il m'a transformé, il m'a formé, il m'a armé. À mon avis, la première des choses, c'est l'organisation. Deuxième chose, c'est pas la tolérance, j'aime pas ce mot, c'est l'ouverture. En tant que dirigeant, il faut absolument prendre le soin de consulter, de convaincre les gens qui sont avec soi, que ce soit à la direction centrale ou intermédiaire et à la base. Et à mon avis, les réussites, ils sont liés à ça. En route vers vous, dans l'autobus, je me suis promis de ne pas oublier. C'est de dire, mais je l'ai dit tout à l'heure,
c'est de dire combien le système colonial nous a fait perdre une occasion de faire du peuple algérien un peuple multiculturel, multireligieux et d'une manière plus que traditionnelle, plus que fraternelle. Plus que fraternelle. Oui, le système colonial nous a fait perdre une occasion extraordinaire de faire la démonstration que les chrétiens, les musulmans, les athées, les non-croyants, ils peuvent vivre ensemble dans un système de solidarité totale et mutuellement respectueux. Nous l'avons loupé en Algérie. La faute, non pas aux Algériens, je le proclame, c'est la faute au système colonial et à l'égoïsme des colons. Et j'espère, nous travaillons pour le réussir avec les immigrés ici en France. Et c'est celle-là que j'allais oublier. Elle est très importante quand même. شغل وقت